Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans la troisième ville d'Italie, vieille de plus de 20 siècles et reconnue mondialement pour son équipe de football. Car oui, aujourd'hui, on va parler football. Une ville qui vous touche en plein cœur de par ses habitants, son histoire, son architecture, mais aussi par ses tifosi, ses plus fervents supporters. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, bienvenue à Naples. L'histoire commence au début des années 1900. Naples est alors une des villes portuaires les plus importantes d'Europe et voit arriver sur son sol de nombreuses grandes compagnies maritimes de l'époque. En 1904, la compagnie anglaise Cunard Lines décide de faire une halte dans la ville de Naples pour quelques jours. À son bord, James Potts, un marin anglais et surtout grand passionné de football sur son temps libre, bien décidé à se trouver un club durant son passage en Italie. La légende raconte que c'est à San Severino, au numéro 43 exactement, dans la ville de Naples, que se tiendra une réunion entre Potts, son compatriote Hector Bayan ainsi que 3 Napolitains du nom de Conforti, Caterina et Amedeo Salzi afin de créer le Napoli Club Football and Cricket. Salzi en sera le tout premier président. Ce dernier en profitera pour donner son nom à la première coupe de football de la ville, la Coppa Salzi. La première rencontre du club verra s'affronter le Napoli Football and Cricket Club aux marins anglais de l'Arabique. Le premier maillot des Napolitains rend hommage au paysage qui s'offre aux habitants de la ville, rayures verticales d'azur et de bleu pour représenter le ciel, et short noir pour représenter la mer. Une première victorieuse puisque les Italiens s'imposeront 3-2 face à l'équipe qui avait battu précédemment le célèbre club de football et de cricket de Gênes sur le score de 3-0. En 1906, le club décidera d'abandonner le cricket pour devenir le Naples Football Club. En 1909, le célèbre Sir Thomas Lipton, fondateur de la grande marque Lipton, visite l'Italie et principalement la Sicile. Il décide alors de créer la Lipton Challenge Cup. Cette compétition sera l'occasion pour les clubs siciliens de se frotter au club napolitain chaque année. Naples la remporte en 1909 pour sa première édition sur le score de 4-2, puis en 1911 et en 1914 à l'occasion de nombreuses finales l'opposant au Palermo Football Club. 3 ans plus tard, et comme ce fut le cas pour les deux clubs du Milan, un froid s'installe entre les Italiens et les étrangers du club. C'est alors qu'un second club apparaît à Naples, l'Internazionale Napoli. À son origine, Hector Bayan, compatriote de Potts, cofondateur de Naples, et de l'allemand Steinegger. Une rivalité va donc s'installer entre les deux clubs de Naples, et ces derniers auront l'occasion de s'affronter lors des matchs de la région de Campanie, lors de la saison 1912-1913. Le premier face-à-face sera remporté par Naples, et sera défait par la Lazio de Rome ensuite au tour suivant. L'année suivante, l'Internazionale remporta le derby, mais perdra lui aussi au tour suivant contre la Lazio. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, et la compétition sera donc arrêtée. Au retour de la guerre, les deux clubs napolitains auront survécu, mais auront vu se créer plusieurs clubs compétitifs dans la région, tels que Puteolana, Bagnolese et Savoia. C'est alors qu'en 1922, sous la pression financière d'après-guerre, que les deux clubs rivaux se retrouvent dans des situations compliquées et n'auront d'autre choix que de s'allier afin de ne former qu'un, le Football Club Internazionale Naples. En 1926, l'Inter Naples décide à nouveau de changer de nom et de devenir l'Associazione Calcio Napoli. La saison 1926-1927 débute sous un format de 2 poules de 10 équipes qui forment le championnat italien. Bon dernier de son groupe avec 1 point pris en 18 matchs pour sa première participation, le Napoli aura même droit au surnom I Ciucciarelli, les petits ânes, qui deviendra le symbole du club par la suite. D'année en année, le club va toutefois s'améliorer et gravir les échelons au classement. A l'époque, pas d'Hamzik, de Lavezzi ou de Cavani, mais bel et bien Attila Salustro, un Italo-paraguayen inscrivant 22 buts en 28 matchs lors de la saison 1928-1929. Ce n'est qu'en 1930 que le championnat italien aura le nom qu'on lui connaît tous aujourd'hui, la Serie A. Elle adopte alors le format tel que nous le connaissons aujourd'hui. Terminer les 2 poules de 10, place à une seule poule de 20 équipes. Pour sa première saison, le Napoli terminera 5ème en ayant battu le Torino, la Lazio de Rome ainsi que le Milan. À cette occasion, le club connaîtra ses premiers internationaux, Salustro et Marcello Mihalic, tous deux appelés avec la Squadra Azzurra italienne. Après une seconde guerre mondiale éprouvante pour le peuple italien, le football reprend ses droits dès 1946. Le Napoli remontera en Serie A le temps d'une saison, avant de redescendre en Serie B l'année suivante, dont il sera le champion lors de la saison 1949-1950. Les années 50 du club seront faites de haut et de bas, avec 2 saisons très pauvres avant de terminer 4ème de Serie A lors de la saison 1957-1958. C'est d'ailleurs lors de la saison 1955-1956 que le premier match télévisé de l'histoire de la RAI, la Radio Televisione Italiana, sera diffusé Fiorentina-Napoli en 1956. Ai pericoli della zona retrocessione.
abituata a giocare con manovre larghe e spaziose e a fare buon uso del contropiede, la Fiorentina si trova un po' a mal partito dovendo prendere d'assalto l'area avversaria e i suoi frombolieri non riescono a fare. Des matchs et encore des matchs, me direz-vous. Oui, mais où se tenait-il? Eh bien justement, nous y voilà. Le 6 décembre 1959, le fameux Stadio San Paolo est inauguré à l'occasion d'un match des plus prestigieux, puisque s'y affronteront le Napoli face à la Juventus pour le compte de la 10e journée de championnat. Stadio San Paolo, il 6 dicembre del 59, davanti a 80.000 spettatori. E ancora il Napoli che trova la via della rete. Segna Vinicio che batte con un tiro angolatissimo Balasso. Le début des années 60 verra le club être relégué dès 1961. Ce dernier se battra pour retrouver l'élite dès la saison suivante. En parallèle de cette lutte acharnée pour remonter, le Napoli se hissera jusqu'en finale de la Coupe d'Italie face à la Spal. Le Napoli voilà l'occasion de remporter le premier trophée de son histoire en s'imposant 2-1 grâce à des buts de Corelli et Rosone. 60 ans plus tard, le Napoli reste encore la dernière équipe de Série B à avoir remporté cette compétition. En 1962, le club continuera de briller et changera à nouveau de nom pour devenir le Società Sportiva Calcio Napoli le 25 juin 1964. Le club terminera 3e du championnat lors de la saison 1965-1966, derrière Bologne et l'Inter de Milan, mais devant la Fiorentina et surtout devant son rival de toujours, la Juventus de Turin. Son rival qu'il retrouvera également lors de la Coppa delle Alpi, remportée par le Napoli le 16 juin 1966. Naples changera de propriétaire et verra arriver Corrado Ferlaino et verra ses rangs complétés par de nombreux grands joueurs, dont le légendaire gardien de but italien, Dino Zoff, tout fraîchement sacré champion d'Europe avec la Squadra Azzurra durant l'été 68. Mais également du buteur record José Altafini, d'Antonio Giuliano, et comment ne pas citer Omar Sivori, double ballon d'or avec la Juventus les saisons précédentes, encore considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur de l'histoire du club. Le Napoli fera partie de l'élite du championnat italien au début des années 70, avec 2 troisièmes places lors des saisons 70-71 et 73-74. Mais à l'été 75, le Napoli va réaliser le coup du siècle. Sans le savoir, le club va devenir un précurseur du football tel que nous le connaissons aujourd'hui. Après avoir effleuré la première place du championnat et ainsi devenir champion pour la première fois de son histoire, le Napoli va recruter un attaquant italien, Giuseppe Savoldi, en provenance de Bologne, pour, tenez-vous bien, 2 milliards de lire, l'équivalent aujourd'hui de 40 millions d'euros, une somme astronomique pour l'époque. C'était sans compter sur la malice du président Ferlaino, le président nommé plus tôt en 68. En effet, ce transfert hors norme fera s'enregistrer plus de 70 000 abonnés pour la saison 75-76. Savoldi dira plus tard: le président Ferlaino savait très bien ce qu'il faisait, et il ne loupait jamais ses calculs, que ce soit en tant qu'ingénieur dans le bâtiment ou en tant que dirigeant de club. Il savait très bien que les Napolitains auraient répondu avec ce record, qui n'a jamais été battu, même à l'époque de Maradona. À cette occasion, le club du Vésuve en profitera pour étoffer son armoire à trophées, avec une nouvelle Coupe d'Italie, remportée face au Hellas Vérone sur le score de 4-0, avec un doublé de sa recrue star, Savoldi, en éliminant plus tôt dans la compétition le Milan et la Fiorentina. Cette victoire ouvrira pour la seconde fois les portes de l'Europe au Napoli, avec un ticket pour participer à la Coupe des Coupes UEFA. Les Azzurri atteindront les demi-finales de la compétition avant de se faire éliminer par les Belges d'Anderlecht. C'est idéal et Van der Elst merveilleusement isolé. 2-0 pour la deuxième année. Le début des années 80 verra l'arrivée du libéro hollandais et grand ami de Johan Cruyff, Ruud Krol. En jonglant entre 3 et 4e place en Serie A, les dirigeants et les tifosi se mettent à rêver, et une arrivée va changer à tout jamais l'histoire du club. Car en effet, pendant ce temps-là, du côté de Barcelone, on entend parler de plus en plus d'un petit Argentin d'1m65, non pas celui de Rosario que nous connaissons aujourd'hui, mais bel et bien celui de Buenos Aires, El Pibe de Oro, l'homme en or comme on le surnomme. Celui qui allait faire basculer le club du Vésuve dans une toute nouvelle dimension, celui qui marquera l'histoire du club à tout jamais, et enfin celui qui portera le futur nom du San Paolo aujourd'hui. Vous l'avez tous deviné, avec ses 38 buts en 58 matchs sous le maillot catalan du FC Barcelone, les performances de Diego Maradona ne laisseront pas les dirigeants du Napoli indifférents. Et c'est un jeudi 5 juillet 1984 que le génie argentin foulera pour la première fois la pelouse du San Paolo. Près de 70 000 tifosi assisteront à la présentation de l'Argentin. Voilà désormais le Napoli sur la carte du football mondial.
Malgré des débuts difficiles, Marado, comme on le surnomme ici à Naples, inscrira 14 buts pour sa première saison, et le Napoli terminera 8ème lors de l'exercice 1984-1985. Mais à l'été 86, un événement mondial va venir donner un nouveau tournant à la carrière de ce dernier. Si je vous dis Coupe du Monde, quart de finale, Mexico, Stade Azteca, Argentine-Angleterre, ça y est, vous le tenez. Nous allons parler de 2 buts qui graveront à jamais le nom de l'Argentin dans l'histoire du football. Ce jour-là, Maradona inscrira sa célèbre main de Dieu à la 51e minute et son but du siècle, 4 minutes plus tard. Que enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Argentina are the 1986 world champions. De retour à Naples, Maradona est accueilli un héros et les tifosi napolitains l'adulent, se reconnaissant dans l'Argentin aux origines modestes, vantant fierté et caractère. La saison 86-87 arrive et restera encore à l'heure actuelle comme étant la meilleure saison dans l'histoire du club napolitain. La même année, le Napoli devra faire encore un peu de place dans l'armoire à trophées, puisqu'après le championnat, c'est la Coupe d'Italie que les Azzurri iront remporter à nouveau, en battant l'Atalanta sur le score de 4-0. Maradona est mis au rang de Dieu, au point d'en devenir une religion, un saint dans la ville auprès de ses fidèles. La joie et la fierté napolitaine subiront le même sort. Des célébrations dans toute la ville, célébrant le Scudetto, feront le tour du monde, et la passion des tifosi restera reconnue dans le monde entier. Mais en Coupe d'Europe, c'est une autre histoire. Le club se fera sortir dès le premier tour de l'édition 87-88 de la Coupe des clubs champions par le Real Madrid. En revanche, en championnat, l'attaque du Napoli porte un nom, car avant les BBC, MSN, il y aura eu la Magica, composée de Maradona, de l'italien Bruno Giordano et du brésilien Careca. De quoi dominer le championnat, mais pas au point de remporter un nouveau Scudetto, remporté cette année-là par le Milan AC. Mais rassurez-vous, cela n'empêchera pas Maradona de terminer meilleur buteur de la saison, avec 15 réalisations au compteur. Après une deuxième place obtenue lors de l'exercice précédent, le Napoli se retrouve donc qualifié pour la Coupe UEFA et veut réaliser un grand coup. L'ambition d'inscrire des grands noms du football européen à leur tableau de chasse anime les partenaires pays. Le Napoli éliminera les Girondins de Bordeaux en 8ème de finale, puis son grand rival la Juventus en quart, après une victoire 3-0 au match retour, et le Bayern Munich en demi-finale. Avec un Maradona des grands soirs, le Napoli se met alors à rêver. En finale, les partenaires del Pibe de Oro affrontent les Allemands du VfB Stuttgart dans une double confrontation prolifique sur le plan offensif. Un match aller remporté 2-1 au San Paolo, grâce à un but de Maradona et de Careca, permettront aux Napolitains de se rendre en terre allemande avec un avantage au score. Le rêve d'un premier sacre européen se fait de plus en plus pressentir, et c'est au terme d'une rencontre totalement folle, scellée sur le score de 3 buts partout, que les hommes d'Ottavio Bianchi décrocheront le Graal. Champion d'Europe, le Napoli est maintenant pris très au sérieux par les plus grands clubs d'Europe et du monde. Mais c'était sans compter sur la volonté féroce de son numéro 10 d'en vouloir encore plus. La saison suivante, Naples accueille le Brésilien Alemão en provenance de l'Atlético de Madrid et de l'Italien Gianfranco Zola. C'est donc avec logique que le Napoli terminera une nouvelle fois champion d'Italie devant le Milan. Ed è la fine, Napoli campione d'Italia per la seconda volta, il Napoli ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato. Il grado, il suo nome è nella storia del Napoli, a questo punto perché dopo aver... Mais à l'issue de cette saison, Maradona ne fera plus l'unanimité dans les médias italiens. Les critiques à l'encontre de sa vie extrasportive ne l'empêcheront pas de répondre présent sur le terrain en multipliant les exploits. L'été 90 arrive et comme vous vous en doutez, c'est un été de Coupe du Monde et pas n'importe laquelle. Car cette dernière se tiendra en Italie. À son retour du mondial, le Napoli humiliera la Juventus en finale de la Super Coupe d'Italie avec un large succès 5-1. Mais l'aventure de Maradona au Napoli semble prendre fin, après que ce dernier se soit fait contrôler positif à la cocaïne par la police italienne. Il écopera de 15 mois de suspension, mais nous ne verrons plus Diego sous le maillot napolitain.
Le déclin du Napoli commence, les légendes et les cadres du club tels que Daniel Fonseca, Zola ou encore Alemao quittent le navire. De 91 à 97, le Napoli continue de se battre en Serie A, mais en affichant des performances un cran en dessous de l'ère Maradona, en oscillant entre 14 et 15e place du championnat. Et comme si cela ne suffisait pas, le club est touché par une violente crise financière et devra vendre la plupart de ses joueurs, comme André Cruz, Alain Bogossian, Fabio Pescia. À l'issue de l'été 97, le club sera relégué en Série B, avant de remonter parmi l'élite 2 saisons plus tard, pour une petite saison. En 2002, le club échouera à la 5e place du podium de Série B, une performance qui aura de lourdes conséquences économiques sur le club, car ce dernier affichera 70 millions d'euros de dettes et sera en banqueroute à l'été 2004. Le club est donc à vendre, mais il trouvera vite un acheteur en la personne d'Aurelio De Laurentiis, un producteur de films italien qui souhaite de nouveau faire rêver les Napolitains à travers son équipe de football. Fini le SSC Napoli, désormais il faudra utiliser le nom Napoli Soccer pendant la saison 2004-2005, saison durant laquelle le club évoluera en Série C. La saison 2005-2006 verra l'arrivée en janvier du sulfureux Eduardo Reja sur le banc. La rigueur imposée par le coach italien permettra aux Napolitains de terminer premier de Série C et retrouve la Série B en battant Perugia sur le score de 2-0 au San Paolo. A noter que durant son périple en Série C, le Napoli établira un record, celui de l'affluence pour un match de Série C, avec pas moins de 51 000 tifosi. Ces derniers choqueront les Italiens et le monde du football, en établissant une moyenne de supporters supérieure à certaines grosses écuries de Série A. À l'aube d'une nouvelle saison en Série B, le président De Laurentiis se souhaite redonner ses lettres de noblesse au Napoli, et le club reprendra son nom d'origine, le SSC Napoli. Avec une équipe composée de Caleao, Roberto Sova ou encore le napolitain Paolo Cannavaro, les Azzurri s'affirmeront comme les leaders du championnat. Et les hommes de Reja termineront derrière la Juventus, elle aussi reversée en Série B, suite aux sanctions du Calciopoli. 6 ans plus tard, voilà le Napoli de retour en Série A. Mais le Napoli ne veut plus commettre les mêmes erreurs du passé, et la politique du club se tourne désormais davantage vers l'émergence des jeunes talents prometteurs afin d'assurer un avenir solide au club. Walter Gargano, Ezequiel Lavezzi et Marek Hamsik, alors inconnus à l'époque, signeront au club pour un faible total de 14 millions d'euros. Du côté du banc, Reja a toujours la confiance des dirigeants et deviendra l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Napoli. À l'issue de la saison 2007-2008, marquante par ses succès face à l'Inter, la Juventus ou le Milan, le Napoli décrochera une place pour la Coupe Intertoto, 14 ans après sa dernière expérience européenne. Cette saison-là, Marek Hamsik terminera meilleur buteur du club, avec 9 buts inscrits en championnat. Le début de saison 2008-2009 verra le Napoli connaître un départ canon, avec 20 points pris sur 27 possibles, et terminera 5ème à la mi-saison. Mais qui aurait pu croire qu'avec une telle première partie de saison, le club ne gagnerait plus un seul match pendant 3 mois et demi. Le coach Reja sera remercié en laissant sa place à l'ancien sélectionneur italien Roberto Donadoni pour terminer la saison. Naples terminera 12ème, et pour la seconde année consécutive, Hamsik terminera meilleur buteur du club, avec encore une fois 9 réalisations. Tournez la page, tel est l'objectif du club pour la saison 2009-2010. Pour cela, le Napoli ramènera dans ses rangs d'autres pépites, comme Fabio Quagliarella, Luca Cigarini, Ugo Campagnaro et Morgan De Sanctis en provenant du FC Séville. Exit Donadoni, le président De Laurentiis s'installe au poste d'entraîneur, l'ancien coach de la Sampdoria, Walter Mazzarri. Pour sa première saison sur le banc napolitain, le technicien toscan réalise une belle saison, en terminant 6ème et en décrochant donc un billet pour disputer l'Europa League. Jamais 203, Marek Hamsik terminera une nouvelle fois la saison comme meilleur buteur du club, avec 12 réalisations cette fois-ci. Le coach Mazzarri est confirmé à son poste, mais Quagliarella, lui, décidera de partir pour la Juventus de Turin, un transfert qui ne sera jamais pardonné par les tifosi. Un mal pour un bien, me direz-vous, car pour remplacer l'attaquant italien, le Napoli recrutera l'attaquant uruguayen de Palerme, Edinson Cavani, auteur au total de 37 buts en 117 matchs avec le club sicilien. Pour sa première saison, celui que l'on surnomme El Matador inscrira 26 buts avec les Azzurri et participera à maintenir le club en haut du classement. À ce stade-là, le Napoli est même désigné comme étant le principal concurrent du Milan AC dans la quête au Scudetto. Le Napoli terminera 3ème de sa saison et sera qualifié pour la Champions League la saison suivante, 21 ans plus tard. La saison suivante, le club terminera 5ème de Serie A, mais avec un Cavani toujours autant décisif, avec 23 buts cette saison. La belle image restera le trio Lavezzi, Hamsik, Cavani, qui multipliera les bonnes performances au point de sortir du groupe de la mort en Champions League, avec le Bayern Munich, Manchester City et Villarreal. Mais les Napolitains seront finalement éliminés par les futurs champions d'Europe cette année-là, les Blues de Chelsea. Cette même saison, le Napoli ira chercher sa 4ème Coupe d'Italie, vainqueur en finale sur son ennemi de toujours, la Juventus de Turin.
seul match perdu par les Turinois cette saison. La saison 2012-2013 sera la saison du tout pour l'attaque. Malgré le départ de Lavezzi au Paris Saint-Germain, cela n'empêchera pas le Napoli de terminer avec 73 buts inscrits sur une saison de championnat. Le Napoli fera le choix de ne pas jouer l'Europa League en s'inclinant en 8ème de finale face au Viktoria Pilsen. Pour sa dernière saison au club, Cavani inscrira 38 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Il rejoindra par la suite son ancien partenaire Lavezzi au Paris Saint-Germain pour un montant de 64 millions d'euros. La relation entre Mazzarri et De Laurentiis se détériore et l'entraîneur finit par quitter le club pour les Nerazzurri de l'Inter. Le président en profite pour faire une nouvelle révolution au sein du club du Vésuve et va finir par attirer un entraîneur d'expérience, l'Espagnol Rafael Benitez. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce seront 3 Galactiques en la personne de Gonzalo Higuaín, Raúl Albiol et José Calderón qui arriveront sous les couleurs azzurri. Le gardien Morgan De Sanctis décide lui aussi de changer d'air et part pour la capitale italienne. Remplacé par l'Espagnol Pepe Reina qui se laisse convaincre de tenter l'expérience napolitaine. Le portier espagnol tombera littéralement sous le charme de la ville et du club. De Laurentiis veut continuer à trouver des pépites, comme le fut Hamsik ou Lavezzi, et cette fois, c'est le prometteur ailier belge Dries Mertens qui décidera de se séparer de son PSV Eindhoven pour venir briller au Napoli. La saison suivante en championnat sera bonne, malgré un trop-plein de points perdus face aux petites écuries, et la Juventus remporte son 3e Scudetto consécutif. En Champions League, le Napoli hérite une nouvelle fois du groupe de la mort, avec Arsenal, Dortmund et l'Olympique de Marseille. Scénario cruel, car malgré ses 12 points sur 18 possibles, le Napoli sera reversé en Ligue Europa, faute d'une différence de but insuffisante. Éliminé par le FC Porto en Europa League, le Napoli se consolera avec une nouvelle Coupe d'Italie, remportée face à la Fiorentina 3-1, grâce à un doublé du jeune napolitain Lorenzo Insigne et d'un but en fin de match de Dries Mertens. Arrive enfin l'année 2015, Benitez est remercié suite à son échec dans la quête du Scudetto et fera appel à un nouvel entraîneur, lui aussi napolitain, Mauricio Sarri. Gonzalo Higuaín quittera Naples à l'issue de la saison et signe chez l'ennemi turinois, après avoir battu un record de 36 buts en une seule saison. Sarri quitte lui aussi le club après 3 saisons pour signer à Chelsea et sera remplacé par Carlo Ancelotti. Hop, juste avant de poursuivre les amis, il fallait que je vous parle de quelque chose. Je tiens à remercier MyRandomShirt qui m'a gracieusement envoyé ce maillot du Napoli saison 2020-2021. Voilà, c'est le maillot extérieur. Merci à eux, c'est grâce à eux qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Donc n'hésitez pas les amis à aller checker le lien qui est dans la description. Voilà, MyRandomShirt, vous arrivez sur leur site, vous commandez une box avec un maillot de foot à l'intérieur. Seulement la seule chose qui se différencie, c'est que vous ne savez pas quel club vous allez recevoir, donc vous renseignez simplement votre taille et un club que vous ne souhaitez pas, et ensuite les amis, écoutez, c'est la surprise, donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description les amis. La boîte elle coûte 39 €, franchement ça vaut le coup de ouf, donc voilà, n'hésitez pas, et en tout cas on enchaîne nous sur la saison 2020-2021 là. Maintenant intéressons-nous à l'histoire de ce maillot. Comme je vous le disais en début de vidéo, MyRandomShirt m'a envoyé ce maillot du Napoli, issu de la saison 2020-2021. L'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur cette saison. À l'été 2020, le Napoli enregistre quelques arrivées, mais également quelques départs. L'arrivée de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, en provenant du LOSC, sera le principal achat du club italien. En effet, il faudra au club débourser pas moins de 70 millions d'euros pour s'attacher les services du 4e buteur de Ligue 1, avec 13 réalisations en 27 matchs. En contrepartie, le milieu de terrain brésilien Alan sera vendu à Everton pour 25 millions d'euros et Arkadiusz Milik sera prêté à l'OM. Simone Verdi, Roberto Inglese et Marco Rog partiront également, ce qui permettra au club napolitain d'équilibrer ses comptes. Pour sa 75e saison dans l'élite, le Napoli verra également sur son banc l'arrivée de l'un des Italiens les plus connus pour sa fougue, sa combativité et son caractère sulfureux, Gennaro Gattuso. Cette saison ne restera pas dans les annales du club. Avec une modeste 5e place en championnat, les hommes de Gattuso affichent une moyenne d'1,92 points par match, ainsi qu'une défaite en finale de la Supercoupe d'Italie face à la Juventus. Néanmoins, les tifosi auront droit à quelques coups d'éclat, comme cette victoire 4-0 face à l'AS Rome, ou encore cette victoire 6-0 face à la Fiorentina, une victoire face à la Juve et contre le Milan à San Siro. Une défaite en demi-finale face à l'Atalanta privera les hommes de Gattuso d'une hypothétique 7e Coupe d'Italie. Sur la scène européenne, le Napoli terminera premier de son groupe, avant de s'incliner face à Grenade dans une double confrontation, malgré une victoire 2-1 lors du match retour. À l'issue de cette saison, le Napoli terminera 5e de Serie A, derrière la Juventus, l'Atalanta et l'AC Milan, et verra l'Inter de Milan sacré champion d'Italie cette année-là.
Mais comme l'histoire nous l'a démontré, le Napoli est un club qui a connu de nombreux moments de joie, comme de nombreux moments de tristesse. Affirmé parmi l'élite du football italien, le club napolitain sait qu'il pourra toujours compter sur ses tifosi, prêts à supporter leur équipe quoi qu'il en coûte, peu importe la situation du club. Naples, c'est ce genre de club qui ne vous laisse pas indifférent, là où le foot populaire prospère encore, malgré les montants des transferts. Là où le Vésuve ne tient plus son nom d'un volcan, mais bel et bien d'un rectangle vert. Celui qui te fera aimer le football, simplement à travers la ferveur de ses supporters. Car Naples, c'est ça.